quelques chiffres, du coup, j'ai fait 134 sorties là depuis le début d'année, sachant, on va dire, qu'une sortie c'est à peu près en moyenne 3-4 heures, faire un petit peu plus de 500 heures passées en forêt. Bonjour et bienvenue, c'est Régis Moscardini et vous écoutez le podcast Interview de photographe nature, la seule et unique émission sur le web pour apprendre la photo nature et animalière en compagnie des meilleurs photographes. Pour ce 54e épisode, j'accueille Anne AR. Alors derrière ce pseudo assez mystérieux se cache en fait le jeune et talentueux photographe Vincent Ranou, dont les photos de mammifères sauvages font le bonheur de ses fans sur Instagram notamment et bien sûr ailleurs. Vous saurez dans quelques secondes ce que signifie ce pseudo Anne AR et vous verrez que Vincent ne l'a pas choisi au hasard. J'ai absolument voulu l'interviewer et vous faire profiter de son expertise au sujet de la photo de mammifères car ses photographies démontrent une sacrée maturité et une sacrée maîtrise technique pour un photographe qui a commencé la photo animalière il y a à peine plus d'1 an. Alors, je ne regrette pas du tout ce choix, tant vous allez vite vous en rendre compte, Vincent ne cache rien de son savoir et vous fait profiter de tout ce qu'il sait, comme par exemple quand il décrit sa journée type sur le terrain ou encore comment il s'y prend pour trouver les animaux dans son secteur, et puis bien sûr plein d'autres choses. Avant de démarrer l'interview, je voudrais vous dire que j'inaugure avec cet épisode une nouvelle rubrique que j'ai appelée le moment Insta. Alors c'est très simple, je demande aux 20 000 abonnés de mon compte Instagram ce qu'ils voudraient poser comme question. J'en sélectionne quelques-unes et mon invité y répond. C'est un excellent moyen, je pense, j'espère, de pouvoir être encore plus proche des questions que vous aimeriez poser. N'oubliez pas de vous abonner à mon émission Interview de photographe nature sur Apple Podcast par exemple, mais aussi sur Spotify ou toute autre application de podcast. Allez, je vous laisse en compagnie de Vincent ou plutôt de Anne AR et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Vincent. Bonjour Régis. Écoute, alors je suis vraiment très content de t'avoir en interview pour mon émission et mon podcast. Alors en fait, pour tout te dire, c'est la première fois que j'accueille quelqu'un que j'ai rencontré, virtuellement encore, et puis j'espère qu'on pourra se voir un jour en vrai, mais que j'accueille quelqu'un qui vient bien de ma communauté Instagram. Donc c'est quand même vraiment super sympa et je suis très content de te recevoir. Ouais, moi également Régis, je te remercie pour cette invitation. Donc moi, si je me permets de me présenter un petit peu, donc je m'appelle Vincent Ranou, donc j'ai 26 ans, je réside dans le centre-Bretagne, donc plus précisément à Pleurdut. C'est une très petite commune avec environ 1000 habitants, c'est une superficie d'environ 80 km², donc on va dire que c'est vraiment bien boisé. Et donc moi, je prends des photos sous le nom de Anne AR. Donc il y a beaucoup de personnes. Justement, ce sera ma première question. Alors je te coupe parce que pour moi c'est important de la poser. C'est d'où vient ce surnom, parce que tu t'appelles Vincent Ranou et ton pseudo en fait, c'est comme ça qu'on te reconnaît sur Instagram, c'est Anne AR. Alors il y a un côté breton, j'imagine que c'est pas choisi par hasard. C'est ça. Non, en fait. Du coup, Anne AR, en fait, ça signifie atmosphère en breton. Et je cherchais un nom en fait pour donner, on va dire, un mot derrière ma partie photo. Je voulais surtout pas appeler cette partie-là Vincent Ranou photographie ou quelque chose qui ressemble un petit peu à ça. Pourquoi tu voulais pas? En fait, du coup, beaucoup font ça en fait, nom, prénom, plus photographie, ça paraît logique et c'est assez parlant finalement. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Après, moi, j'avais envie d'avoir une certaine liberté derrière et pouvoir être vraiment libre derrière, parce que derrière, moi, on verra par le suite de cette interview, mais j'ai beaucoup de messages à passer et j'ai pas envie de la passer sous mon nom et mon prénom. J'ai préféré trouver un nom. Donc en fait, Anne AR, ça signifie atmosphère en breton, et c'est aussi un ruisseau. Donc en fait, c'est l'Aer, c'est un affluent d'une rivière qui est assez connue, qui s'appelle l'Élé. Qui est une rivière surtout réputée pour la pêche à la truite. Et moi, en fait, j'ai vécu beaucoup de mon enfance à côté de cette rivière. Et du coup, je me suis dit, ça va être le nom, ça va être Anne AR. Et donc, je suis parti là-dessus. Et puis voilà, ça me va totalement ce nom-là. Quand est-ce que tu as commencé à faire la photo animalière et quel a été pour toi, s'il y en avait un, et peut-être qu'il n'y en a pas, mais quel a été l'élément déclencheur de ta passion pour la photo de la nature sauvage et de la faune sauvage? Comment ça a commencé? On va dire que je pratiquais avant beaucoup de sports, notamment j'ai fait beaucoup de vélo, beaucoup de course à pied. À un bon niveau? T'as eu un bon niveau? J'étais, un bon niveau. Après, c'est peut-être prétentieux, mais j'ai eu un niveau plutôt intéressant, surtout en course à pied. J'étais aux alentours de 31 minutes à peu près sur les 10 km. Donc on va dire que j'avais un entraînement assez... Ça me parle pas beaucoup parce que même si je suis sportif, je suis pas en course à pied, j'ai pas de référence. Ça fait 19 km/h à peu près. Ah ouais, quand même. 19 km/h à peu près. Donc je m'entraînais assez régulièrement et puis je tournais à peu près à 10-15 heures d'entraînement par semaine.
Et du coup, j'ai dû malheureusement, j'ai mis une croix sur cette activité-là parce que je me blessais assez régulièrement. Et du coup, je me suis dit voilà, les blessures, ça commençait à bien faire entre guillemets, et puis psychologiquement, ça prenait vraiment beaucoup de temps. Ça n'a rien à voir avec la photo, mais j'aime bien, je suis assez curieux de ça, et puis ça fait partie des discussions, de la discussion qu'on va avoir tout au long de l'interview. C'est ce qui fait la différence entre un sportif qui va accéder au très haut niveau et s'y maintenir, c'est-à-dire que c'est la capacité du corps humain et de son corps à ne pas se blesser et à se protéger des blessures. Justement, c'est ça qui peut faire la différence dans une carrière sportive. En fait, ouais, ce qui est plus compliqué, moi c'est ce que je pense, après voilà, chacun a son avis là-dessus, mais le plus important c'est la récupération. Et souvent un athlète, il a pas envie de se récupérer il a pas envie de récupérer parce que il a l'impression que c'est du temps perdu. Et moi du coup, j'aimais pas faire cette partie récupération, c'est-à-dire faire des jours de repos et des choses comme ça. J'avais l'impression de perdre tout l'acquis d'entraînement que tu as eu avant, quoi. Ouais, c'est ça, mais en fait, on y gagne. On y gagne derrière, mais on s'en rend compte après. Mais tu vois, c'est important parce que finalement, on peut aussi faire le lien avec la photographie. Alors, c'est vrai qu'on va pas se blesser, mais quoique, on peut se tordre la cheville, on peut aussi avoir des coups de mou, ou je sais pas. Non, mais c'est vrai, hein. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à penser en sportif, à se dire, si j'y vais pas, j'ai pas des occasions. Eh bien, parfois, ça peut être aussi intéressant de prendre un peu de recul et de se forcer à ne pas y aller pour peut-être récupérer ou en tout cas revenir avec un peu plus de force. C'est totalement ça. Donc moi du coup j'avais eu une blessure plusieurs blessures, et du coup à un moment donné j'avais dit on commence à bien faire en quelque sorte, donc j'avais arrêté le sport. J'en fais toujours un petit peu, mais vraiment c'est 2 à 3 fois par semaine, donc c'est très peu. Et du coup je me suis dit qu'est-ce que je peux faire. J'ai listé un petit peu les activités que j'aimais faire, donc j'aimais bien aussi la randonnée, j'aimais bien la nature, la découverte, la faune, les animaux, et du coup je me suis dit il y a peut-être quelque chose à faire dans la photo. Mon frère faisait de la photo en fait à l'époque, il en fait toujours aujourd'hui, et je me suis dit j'ai emprunté en fait son appareil photo. Il avait il me semble que c'était un 650D à l'époque, donc chez Canon, avec un 18-55 mm, donc c'est vraiment un tout petit. Alors pour commencer animalier, clairement au niveau de l'objectif, t'étais pas tout à fait au top, hein. Non, j'étais pas trop rodé pour ça. Après, je m'étais dit je vais aller faire un petit tour dans la forêt et puis je vais regarder un petit peu. Et du coup, c'était un matin, c'était un temps magnifique. Et en fait, j'ai eu la chance de tomber en fait nez à nez en fait avec un chevreuil. Et là, j'étais totalement, je sais pas comment l'expliquer, mais paniqué et stressé. Et j'ai même pas pu lever mon objectif tellement que j'étais j'étais dans un autre monde en fait face à ce chevreuil. C'était vraiment fantastique, ça m'avait vraiment fait j'avais vraiment des sensations, mais que tu n'avais pas connu auparavant, quoi. En fait, ça m'a fait penser un petit peu aux sensations lorsque j'étais en course. C'est assez marrant, mais quand on est en course à pied par exemple, et puis on est devant, et puis on est là pour aller vers tout le monde nous encourage, et puis voilà, ça crée une émotion assez particulière. Ouais, l'adrénaline qui monte un petit peu, ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et là, cette adrénaline là, c'est un petit peu la même, et du coup c'est vraiment ça le déclic, on va dire. J'ai vraiment adoré ces moments-là. Après là, j'avais vraiment eu un coup de chance parce que le chevreuil, il était à même pas 10 mètres de moi. Ouais. Et c'était vraiment ça l'événement, on va dire, déclencheur de cette passion, quoi. Avant de parler vraiment et de rentrer dans le vif du sujet, parce que on va parler beaucoup de photographie des animaux sauvages et particulièrement des mammifères, mais pour finir un petit peu de dresser ton portrait, Vincent, quelles sont tes études et est-ce qu'elles ont un lien avec la photographie animalière? Alors je ne pense pas, parce qu'apparemment d'après cet élément-là que tu nous as dit il y a quelques secondes, je pense pas que tu aies fait des études là-dessus, mais voilà, dis-nous un petit peu plus que ce que tu as fait quand tu étais un peu plus jeune. Donc en fait pour faire assez court là-dessus, donc mes études, moi en fait j'ai un parcours assez atypique. J'ai fait un BEP puis un bac pro plus dans la fabrication des pièces en fait sur machine à commande numérique et conventionnelle. Ensuite, j'ai fait un BTS IPM. Ça consiste en fait à mettre la mise en place de processus de fabrication. Et ensuite, j'ai terminé par un DUT qualité logistique industrielle et organisation, puis une licence pro dans le management industriel. Donc très très dans l'entreprise, dans l'industriel. Ouais, dans plus là-dedans. Après, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a un lien? Moi, comme ça, je dirais non. Mais en fait, quand on regarde vraiment le fond de ce que j'ai fait en études et finalement la photographie animalière, moi je pense qu'il y a vraiment un lien, parce que j'ai vraiment appris beaucoup de choses durant ces études, notamment par exemple en gestion de projet, mais aussi le droit de faire des erreurs et de se remettre en question, et d'être dans une optique en fait de progrès permanent. C'est-à-dire que
moi en photo, je sais que j'ai vraiment appris sur le terrain, et quand vraiment on se remet en question sans cesse sur voilà, ça nous arrive de pas réussir toutes les photos, et il faut se remettre en question sans cesse. Pourquoi est-ce que j'ai pas réussi cette photo, et puis comment est-ce que je peux faire mieux, et pas on va dire plus être dans une optique de justification, et se dire bon c'est de la faute de l'animal, il faut pas être dans cette optique-là. Trouver une excuse externe à la vraie raison. Mais c'est vrai que c'est top ce que tu dis, parce que déjà moi c'est une question que j'aime bien poser aux personnes que j'interviewe, si leur métier, si leurs études ou leurs activités annexes ont un lien avec la photographie, et c'est toujours comme ça que ça se passe, c'est-à-dire qu'au début a priori non, et puis en fait en réfléchissant un peu, la personne me dit mais oui, finalement il y a des liens, il y a des ponts. Et ce que tu dis là, ça me fait penser à moi, à ma propre expérience personnelle au niveau de mes études. Effectivement, quand j'ai fait ma maîtrise management du sport, il y a rien de commun avec la photographie animalière. Mais par contre, dans mes études, règle générale, j'ai appris à apprendre. J'ai appris à faire des recherches. J'ai appris à aller chercher les sources de mes documents. J'ai appris à faire des liens entre ce que j'avais pu trouver à droite et à gauche. Et bien ça me sert aujourd'hui pour pouvoir justement faire des recherches sur le côté naturaliste des animaux que je veux photographier, et même sur la photographie en général. Donc clairement, c'est plutôt, et tu l'as très bien résumé, c'est plutôt un état d'esprit, plutôt une démarche qu'on va acquérir via nos études ou notre métier, plutôt que vraiment des connaissances très techniques sur les réglages par exemple. Hein. Totalement ça en fait, il faut vraiment garder la méthode, on va dire, et puis le fond finalement de ce que l'on fait quotidiennement. Je suis animateur amélioration continue. On a 9 usines, donc dans l'entreprise où je suis actuellement, on a 9 usines de production dans toute la France, et moi mon but c'est entre guillemets de mettre l'homme en fait au cœur d'une démarche d'amélioration continue. Donc c'est-à-dire que il y a des personnes qui sont en production dans l'atelier, et moi mon but c'est de mobiliser un petit peu tout le monde, et puis faire ressortir, on va dire, les bonnes pratiques, faire remonter les informations, et puis voilà, que tout le monde soit en quelque sorte heureux au travail, et puis propose des idées pour améliorer un petit peu tout ce processus industriel. D'accord, donc on est très très dans l'humain, et finalement ça m'étonne pas du tout que tu performes, même si c'est pas vraiment le mot, hein, mais que tu performes en photographie animalière, parce que ça finalement on est un peu dans la même chose, on est dans l'empathie, dans la curiosité, dans le respect de l'autre, donc finalement ça m'étonne pas du tout. Oui. Allez, on attaque vraiment maintenant le côté photographique de l'interview. Donc, comment tu as appris la technique photographique, parce que on l'a bien compris, t'as pas fait d'études là-dessus. Tu t'es formé comment? Par des livres, par ton frère, tiens, qui aurait pu t'expliquer comment s'est passé ton apprentissage vraiment au niveau des réglages, de la technique et de l'utilisation de l'appareil. Comment tu as fait? Au début, c'était très compliqué, on va dire, parce que quand j'ai acheté mon premier appareil photo, je l'ai acheté, je l'ai ouvert de l'emballage, j'ai même pas lu la notice, et je me suis allé directement dans la forêt, et j'ai eu un peu de mal au début parce que je connaissais vraiment pas les différents modes, les modes AV, les modes TV, donc priorité à l'ouverture, etc. Je les connaissais pas du tout, et au début c'était une vraie catastrophe, on va dire. J'avais souvent des images toutes floutées, parce que l'inconvénient de la photographie animalière, surtout en forêt, c'est le manque de luminosité, et du coup je connaissais vraiment pas ce triptyque là, priorité à l'ouverture, vitesse, les ISO, je les connaissais pas du tout, donc j'ai vraiment appris sur le terrain, et après je me suis beaucoup inspiré, vraiment sans copier, hein, mais de différents photographes. Il y a quelques, si je peux me permettre de les nommer, mais quelques personnes que je suis assez régulièrement. Je suis assez régulièrement Jérémy Villette, donc j'aime vraiment bien son travail. Oui, il y a aussi Teddy Bracard, qui est vraiment un très bon photographe. Et puis il y a un photographe que j'aime bien aussi, qui est un petit peu moins connu, mais vraiment que j'adore. C'est Éric Guérin. Donc lui, vraiment, il fait des photos avec des bokeh vraiment magnifiques. D'accord. Et j'essaye, on va dire, de voir pourquoi est-ce que ces photos-là me plaisent. Et puis après, je garde quand même, on va dire, ma patte, entre guillemets, pour mes photos. Il y a beaucoup de photographes qui... Enfin, il faut pas trop regarder ce que font, entre guillemets, les autres photographes, et pas copier, parce qu'après on perd on va dire, notre personnalité, et puis il y a beaucoup moins de sens derrière à ce que l'on transmet dans les photos. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire sur la partie technique photo. C'est toujours le même
La même difficulté pour les photographes, c'est de trouver le bon équilibre entre l'inspiration, parce qu'on s'inspire forcément de ce que font les autres, c'est obligatoire, et de ne pas copier vraiment purement simplement, et de garder aussi ou de développer sa propre patte. Et c'est clairement quelque chose qui turlupine pas mal les photographes. Alors c'est vrai que moi je fais souvent, quand on pose ce genre de questions-là, je fais souvent référence à une exposition qui a eu lieu maintenant il y a 4 ou 5 ans, donc qui date un tout petit peu, mais qui avait fait à l'époque, qui avait fait vraiment pas mal de bruit. C'était au Grand Palais, je crois, il me semble pas me tromper, et c'était Picasso et les maîtres. Et en fait, si tu veux, l'idée était très très simple, c'est qu'on avait, on proposait en exposition, eh bien des photographies, des peintures de Picasso. Qui s'était entraîné, en fait, en gros, on peut dire ça comme ça, qui s'était entraîné à reproduire des tableaux des maîtres que lui, il estimait énormément. Alors, ils sont très connus, je ne les ai pas là en tête, mais il y avait vraiment des peintres très connus. Et en fait, on pouvait comparer les tableaux de Picasso, donc les vrais, bien sûr, hein, c'était pas des reproductions, c'était les vrais, et les tableaux qui étaient aussi des vrais tableaux, hein, des authentiques, et quasiment mis côte à côte. Donc, tu voyais vraiment que Picasso s'était clairement inspiré d'un tableau en question, mais on avait fait lui son propre travail, son propre produit finalement. Donc c'était vraiment très intéressant de voir ce processus d'inspiration et en même temps de création. Et c'est clairement quelque chose qui se travaille, mais tu l'as très bien dit, il faut bien sûr s'inspirer des photographes qu'on aime bien forcément, hein, et puis après au-delà de ça, il faut aussi développer sa patte, mais c'est quelque chose on va en parler, hein, mais par rapport au temps passé à photographier, évidemment, on peut pas se soustraire du temps à passer à photographier parce que c'est aussi comme ça qu'on y arrive. Qu'est-ce qui te semble le plus difficile à acquérir, Vincent? C'est le savoir photo, donc les réglages, voilà, le triangle de l'exposition, ou c'est le savoir naturaliste, donc la connaissance des animaux sauvages? Qu'est-ce qui te semble le plus difficile à connaître et à maîtriser, si on peut le maîtriser? Moi, je pense, après l'expérience là pour le moment, ça fait un peu plus d'1 an que je fais de la photo, mais ce que je peux en ressortir, c'est que je pense pour moi c'est vraiment le respect de la nature qui est vraiment prioritaire sur ce que je fais, et pour ça, je pense qu'il faut vraiment quelques connaissances déjà en naturaliste. Notamment bien connaître son sujet, l'environnement, les espèces protégées, toutes ces petites choses-là. Qu'est-ce qu'on peut faire, entre guillemets, sans déranger les différents animaux. Ensuite, il y a la partie photo qui est aussi importante, mais je pense que, sincèrement, la partie photo est peut-être apprise sur le terrain. Après, on rapidement. Ouais, c'est ça. Après, faut vraiment se mettre sur la partie photo, on fait des erreurs, on s'en rend compte très rapidement parce qu'on a le résultat. Sur la partie naturaliste, quand on fait des erreurs, on s'en rend pas spécialement compte parce que des fois on doit faire peur à des animaux, mais les animaux ils nous sentent bien avant qu'on les voit, donc on n'est pas au courant. Et je pense que cette partie naturaliste là est vraiment essentielle. Moi aujourd'hui, je ne l'ai pas, mais je commence réellement à vraiment m'intéresser à cette partie-là, sur la partie on va dire plutôt théorique, parce qu'elle me semble vraiment très importante, quoi. Pour moi c'est quand même la base, quoi. Alors, j'ai pas grand-chose à rajouter, et c'est vrai que c'est vraiment la première chose à laquelle il faut faire attention. J'avais interviewé il y a longtemps maintenant, mais c'était Philippe Mouès, voilà, et photographe belge vraiment qui fait des très très belles photos et qui a une connaissance du terrain assez exceptionnelle d'ailleurs. Aussi par son métier parce qu'il est garde forestier, donc il passe la plupart de son temps à l'extérieur, donc il connaît très finement son terrain, les animaux. Et il me disait, et ça m'avait marqué, il avait dit, en fait, en gros, quand on est dans la forêt, quand on sort des sentiers battus, mais au sens propre du terme, hein, quand on sort des chemins prévus pour les humains, dès qu'on fait quelques pas à l'extérieur de ces chemins-là, eh bien en fait, en gros, on entre dans le territoire des animaux, on n'est plus chez nous. Et à partir de ce moment-là, il faut avoir conscience que chaque pas qu'on fait, c'est un pas de dérangement. Et donc voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Effectivement, que seule la connaissance naturaliste des animaux qu'on souhaite photographier va nous permettre de limiter le dérangement, et c'est vraiment un passage obligé, et on se forme toute la vie pour ça, hein. Oui. Tu l'as dit, hein, il y a le côté théorique, il faut en passer par là, mais il y a surtout la pratique. Et puis voilà, donc limiter les essais-erreurs, mais ça c'est pas facile en fait, hein. Non, c'est vrai sur cette partie-là, et moi je suis totalement d'accord. C'est dès qu'on met un pied dans la forêt, les animaux ils savent avant, enfin
C'est vraiment, oui, c'est ça. je sais pas comment l'exprimer, mais on n'est pas chez nous. Donc, à partir du moment, c'est vrai que dès qu'on met un pied dans la forêt, c'est triste à dire, mais on dérange indirectement les animaux. Donc, c'est pour ça qu'il faut minimiser au maximum cette partie-là. Vincent, il suffit. Alors, je sais pas si du coup je dois t'appeler Vincent ou Anaër, je sais pas en fait, parce que j'ai parlé de ton compte Instagram. Vincent, ça très bien. Vincent, ce sera très bien, effectivement. Ouais, mais du coup, j'ai toujours pas un doute, mais voilà. Donc, il suffit de parcourir en fait ton fil de photos sur ton compte Instagram. D'ailleurs, j'invite vraiment là tout de suite ceux qui nous écoutent, s'ils sont sur leur smartphone, d'aller voir sur Instagram et de lancer l'application s'ils l'ont. Tiens, dis-nous tout de suite le pseudo à chercher pour te trouver tout de suite dans Instagram, Vincent. Vas-y. Anne-8, c'est Anne-8 et puis AER. AER, exactement, c'est bien ça. Voilà, donc allez voir, les photos sont superbes bien sûr, et puis pour voir tes stories aussi également, parce que c'est intéressant. Donc peut-être on pourra en parler. C'est pas prévu dans le fil de la discussion, ouais. Mais voilà, on pourra aussi en discuter sans souci. Donc voilà, donc je disais simplement que sur ton compte, on voit beaucoup de photographies de mammifères. La plupart d'ailleurs sont des photographies de mammifères. Est-ce que c'est un peu par défaut, en gros, c'est ce que tu as chez toi, donc tu fais avec, ou d'emblée tu avais une vraie préférence pour ces animaux-là? En fait, c'est un choix déjà dans un premier temps. On va dire j'ai pris un petit peu ce qu'il y avait. C'est pas par défaut, mais j'habite vraiment à la campagne et je suis vraiment au cœur du centre Bretagne. On a beaucoup d'oiseaux, certes, mais j'avais vraiment une affection pour cette partie mammifère. Après, moi, j'ai vraiment envie de communiquer en fait sur cette partie mammifère, sur l'évolution en fait des mammifères, sur dans quelle évolution, dans quelle tendance certaines espèces vont. Donc c'est vraiment un choix cette partie mammifère. Et bien justement, quels sont les mammifères que tu rencontres chez toi? Donc tu nous as parlé de forêts assez préservées. Bon, c'est clairement pas des forêts primaires évidemment, mais n'empêche que tu as quand même un beau terrain de jeu. Tu rencontres, j'imagine, les grands classiques. Ouais, globalement, c'est vraiment des classiques. Enfin, pour moi, c'est un classique maintenant. Après, je sais qu'il y a des gens qui rêvent de voir des renards, qui rêvent de voir Oui. Mais en espèces, on va dire que vraiment des chevreuils, il y en a quand même énormément. Après, il y a des sangliers de passage aussi de temps en temps. Il y a du blaireau, il y a du renard, il y a des fouines, des martres, des pins. Il y a un petit peu de vison de temps en temps. Du vison et des lièvres. Ouais, du vison en fait. Alors ça, je veux bien qu'on en parle parce que ah oui, donc c'est quoi? C'est par rapport à la fourrure, ils ont été importés, ils se sont échappés en fait. Je connais pas exactement l'histoire, mais je sais qu'il y a eu dans le passé des élevages de visons, et puis il y en a toujours qui arrivent à s'échapper, et je sais que j'ai réussi une ou deux fois à en photographier, mais c'est vraiment de passage, et puis il y en a quelques-uns. D'accord. Des chats forestiers également? Non, en Bretagne, on a malheureusement, j'aimerais bien, mais on n'a pas de chat forestier. Alors, on a vraiment que le renard, on va dire. De carnivore. Ouais, voilà. Ouais, d'accord. Pas de chat. Je savais pas. Tu m'apprends une chose. En Bretagne, il n'y a pas de chat. C'est quoi? C'est lié à quoi? À l'exploitation agricole qui est assez intensive. C'est lié au. Moi, j'ai pas d'explication là-dessus. Après, une personne qui est vraiment spécialisée dans ce domaine pourra te répondre, on va dire. Mais moi, j'ai pas vraiment d'explication là-dessus parce que globalement, je trouve que quand même l'environnement est quand même adapté. Donc après, je peux pas comme ça te donner des. C'est intéressant de creuser un petit peu. Ouais, ça peut être vraiment pas mal d'avoir une explication, on va dire scientifique et étayée. On va essayer de creuser ça. Vincent, quelle est la particularité, toi qui connais bien les mammifères, qui maintenant les côtoie, en tout cas les observe régulièrement, quelle est la particularité principale physiologique des mammifères par rapport aux oiseaux par exemple, et en quoi ça peut impacter ton activité de photographe? Moi, je dirais que la partie, on va dire, ornithologie et puis la partie mammifère, c'est deux mondes différents pour moi. C'est des pratiques assez différentes finalement. La partie, on va dire, photographie d'oiseaux. Mais franchement, au début, c'est assez compliqué parce que c'est vraiment pas les mêmes repères. Par exemple, le chevreuil, je connais vraiment bien le chevreuil maintenant, je peux en dire quelques mots. Le chevreuil, globalement, faut faire vraiment attention au sens du vent, surtout au mouvement aussi. Après au bruit bien sûr, et puis le chevreuil il a son circuit, donc lui il aura toujours quelques circuits, 4 ou 5 circuits, et puis il circulera toujours sur les mêmes. Il est assez repères finalement. Donc après globalement quand on sait où est-ce qu'il peut passer, c'est de la patience. Parce que on va dire que les oiseaux, je suis pas un expert pour parler d'oiseaux, mais globalement ça voit extrêmement bien. Enfin pour moi c'est vraiment un autre monde cette partie là quoi.
Je suis d'accord. C'est vrai que ça c'est bien résumé. Je vais pas répéter ce que je viens de dire, mais effectivement, le sens principal chez les oiseaux n'est pas celui chez les mammifères. On pourrait faire le comparatif avec le blaireau, par exemple, qui lui a vraiment une vue très médiocre, alors que la très très grande majorité des oiseaux ont une vue vraiment très perçante, et ce sera principalement leur sens numéro un, quoi. Évidemment, tu l'as dit aussi, ils ont une très bonne ouïe également. Mais par contre, au niveau de l'odeur, les oiseaux sont plutôt mauvais, alors que les mammifères, eux, sont très très bons. Donc effectivement, si on adopte les mêmes, les mêmes façons de faire pour photographier les mammifères et les oiseaux, on va se tromper, quoi. Ça n'ira pas. Oui. Ouais. Bah c'est certain. Enfin, moi, je l'ai déjà essayé, et je pense qu'il faut au moins un bon mois avant de commencer à faire des photos intéressantes. Et je pense que c'est l'inverse, c'est exactement la même chose. On demande à un photographe basé vraiment dans l'ornithologie à faire des photos de mammifères. Je pense que les 3 premières semaines, il va lutter pour faire des photos correctes, on va dire. Bien sûr. Ce qui peut être d'ailleurs un bon moyen sinon de se renouveler, en tout cas de se remotiver, ou si on a l'impression d'avoir fait le tour dans un type de photographie chez les passereaux, pourquoi pas se dire tiens, allez, je me lance un peu chez les mammifères. Alors évidemment en prenant des bonnes précautions, parce qu'il y a toujours cet aspect de dérangement, mais ça peut être aussi un bon moyen pour un photographe de relancer un peu sa passion, son activité, que de changer comme ça d'espèces, de grands groupes animaux. Ça peut être pas mal. Est-ce que photographier les mammifères dans leur milieu naturel, évidemment mammifères sauvages, est-ce que ça prend du temps? Alors poser la question, c'est déjà y répondre, mais je voudrais avoir ton point de vue. En fait, c'est toujours la même question. Pour moi, tout dépend des objectifs que l'on se fixe, en fait. Après, si on se fixe de gros objectifs, on va dire, en termes de photos, et puis si on veut se fixer des objectifs assez importants, je pense qu'il faut énormément de temps. Moi, j'ai repris quelques chiffres de ce que j'ai pu faire depuis le début d'année pour donner un ordre d'idée. Alors là, chers auditeurs, écoutez bien, c'est très parlant, et ça remet vraiment en perspective les échecs que là je m'adresse directement aux auditeurs, individuellement quasiment, mais ça remet vraiment en perspective les chiffres que va donner Vincent. Ça remet, on permet de relativiser les échecs qu'on peut avoir quand on est photographe animalier. C'est super intéressant. En quelques chiffres, du coup, c'est depuis le début d'année, donc il y a quand même 365 jours dans une année. Donc là, moi, j'ai fait 134 sorties là depuis le début d'année. Sachant, on va dire, qu'une sortie c'est à peu près en moyenne 3-4 heures, ça fait un petit peu plus de 500 heures passées en forêt, donc sachant que j'ai environ 100 références de photos sur ma boutique en ligne actuelle, je vous laisse un petit peu faire une moyenne sur le temps passé par photo, entre guillemets. Donc, 100 photos qui valent le coup, que tu estimes être assez bonnes pour pouvoir montrer aux autres. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment, on va dire, il y a beaucoup. Après, il y a tellement de bonheur que moi, franchement, je peux rester. Ça m'est arrivé des fois de rester, sincèrement, au total 40 heures des fois à la même zone. Après, réparti sur plusieurs jours, sur 4-5 jours. Mais après, quand il y a la photo et qu'on a vécu ce moment-là face à l'animal que l'on souhaitait, et quand on a eu toute cette phase d'analyse, de repérage, et l'animal est passé que une seule fois en 5 jours, mais il est passé au moment où on voulait, c'est extraordinaire. Après, si on arrive vraiment à faire la photo avec le cadrage que l'on souhaitait et pouvoir transmettre à toutes les personnes qui nous suivent et qui regardent ces photos, c'est la meilleure récompense. Ouais, complètement. Tu as résumé en quelques mots finalement la difficulté et l'intérêt de la photographie animalière. Donc donc c'est vraiment intéressant d'avoir ton point de vue qui correspond tout à fait à ce que j'imagine et à ce qu'on ressent tous quand on photographie les animaux sauvages. Et alors donc avec ce que tu as dit, quand même, il faut vraiment se rendre compte que ça prend du temps. Alors c'est une question qui est pas facile. Est-ce que tu aurais un conseil pour ceux qui ne peuvent pas se libérer du temps, ou autant de temps, parce que il y a la vie de famille, parce qu'il y a un travail, parce que il y a plein de choses. Tiens, toi qui va travailler, est-ce que comment tu vas gérer la possibilité de peut-être moins photographier parce que tu auras moins de temps? Comment tu vas faire? Après, si j'avais un conseil à donner, entre guillemets, si vraiment on est photographe amateur,
moi je dirais qu'il faut éviter plutôt les périodes de chasse, parce que pendant la chasse c'est assez compliqué, on va dire. Moi j'y vais quand même, moi j'arrive quand même à m'adapter, mais c'est un peu plus compliqué. Vaut mieux éviter un petit peu les périodes de chasse, parce que c'est un petit peu, on joue au loto en fait, parce que les animaux ils ont peur, donc ils restent rarement, soit ils restent vraiment allongés toute la journée au même moment, ou autrement ils font que des va et des viens parce qu'ils sont assez dérangés. Après, ce qui est surtout bien, moi je dirais, de faire des sorties en billboard. Les meilleurs mois, c'est quand même juin, juillet, août. Si vraiment on veut profiter un maximum de la photo et puis savourer au maximum, c'est juin, juillet, août. Pour moi, il n'y a pas de mystère. Après, c'est vraiment pour voir des animaux là. Après, pour parler d'ambiance sur les photos, c'est autre chose. Pour voir des animaux, c'est vraiment le juin, juillet, août qui est vraiment intéressant. Après, moi, j'ai une réflexion. Je prends beaucoup de ma vie personnelle pour la photo. Après, il y a des personnes qui ont, entre guillemets, ce qui est normal, mais une vie de famille, et puis voilà, faut quand même profiter aussi là-dessus. Je sais que moi, je mets beaucoup de sacrifices sur cette partie photo. Donc vraiment, la personne qui a, entre guillemets, une vie de famille, qui vraiment veut vraiment profiter de la photo de temps en temps, si on avait un mois à choisir ou plusieurs, c'était vraiment juin, juillet, août, c'est vraiment les journées les plus sympas là-dessus, quoi. Ouais. Après, on va dire que pour se libérer du temps pour faire ça, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de trouver des amis ou des personnes qui font aussi de la photo, et puis entre guillemets de chevaucher un petit peu le même secteur, et puis un week-end c'est une personne, un week-end c'est l'autre, et par contre communiquer au maximum entre eux pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé durant ces sorties, des choses comme ça peut être intéressant. Vraiment là, c'est un excellent conseil de mettre en relation, de mettre en lien les observations des uns des autres sur un même secteur. Comme ça, effectivement, on mutualise les connaissances, qui permet de gagner un petit peu de temps quand nous-mêmes on y va, et de moins aller dans le vide. Mais on va pas jamais dans le vide, parce que du coup on profite aussi du moment présent et de la nature, oui. mais quand même essayer d'avoir un peu plus de chance de voir l'animal. Enfin, moi je sais, quand j'ai commencé la photographie, c'était vraiment un petit appareil avec vraiment le basique, une focale de 300 mm, c'est largement suffisant, et puis faire de la randonnée. Être discret, faire de la randonnée, c'est là où on voit quand même le plus de choses. Après, faut quand même faire attention, parce qu'il faut pas trop déranger non plus. Mais si vraiment on n'a pas énormément de temps, parce que si on prend vraiment du temps pour avoir une photo entre guillemets dite parfaite, c'est vraiment, il n'y a pas de secret, c'est de l'affût. Oui. Après, si on veut vraiment voir des animaux et des choses comme ça, faut faire de la randonnée, et puis là on verra énormément d'animaux. Ou alors, moi, j'ai dans le journal local vers chez moi, là, j'ai vu une publicité d'un guide naturaliste qui propose des sorties, alors pas photographie, c'est pas ça, mais des guides, des sorties connaissance du territoire, des sorties naturalistes, sorties observation, sorties, pour connaître la culture locale. Ça peut être aussi l'occasion. Mais pas pour photographier, mais oui. N'empêche pour de profiter du savoir d'une personne qui est dont c'est le métier. Eh bien, on peut aussi faire. Alors, c'est payant, bien sûr, mais c'est jamais très très cher. Mais ça permet quand même de faire des sorties, aussi d'avoir peut-être des conseils. Ça peut être intéressant ou alors à la LPO, faire des sorties guidées et encadrées par des animateurs LPO. C'est aussi un moyen de pas être tout seul déjà et d'optimiser ses temps disponibles. Est-ce que tu pourrais, Vincent, nous décrire une sortie type? Alors après, c'est un peu comme comme les artistes ou comme ceux qui font, les pâtissiers. Tu sais, il y a des petits secrets qu'on n'a pas trop envie de dire. Mais tu dis bien, tu te sens obligé de rien, Vincent. Tu fais comme tu veux. Mais comment toi tu t'organises pour faire ta sortie type? De demain, tu fais une sortie. Comment tu vas faire là? Je vais vous expliquer quand même une journée, on va dire type entre guillemets. Donc je vais être vraiment transparent. Moi, j'ai rien à cacher. Généralement, ça dépend, mais j'utilise beaucoup des pièges photographiques que je mets généralement par palier d'1 à 2 semaines. Donc je les laisse, j'en ai un peu moins de 10 pièges photos. Et du coup, je les mets pendant 1 semaine ou 2 sur différents posts quand vraiment j'ai envie de voir certains sujets, pour voir les parcours, des choses comme ça. J'y pense là, puisque toi tu as l'expérience et que tu en as 10, donc tu as peut-être la réponse à ma question. Est-ce que c'est intéressant ou est-ce que c'est un vrai gadget que de avoir par exemple la possibilité de recevoir par téléphone, parce que c'est possible de le faire avec certains pièges, de recevoir par téléphone un petit texto qui te dirait tiens hop, une photo a été prise. Est-ce que c'est un gadget ou toi tu n'en as pas besoin, tu préfères aller chercher et prendre la carte mémoire et la ramener chez toi? Comment tu fais? Je pense que c'est un moyen très intéressant. Après, on va dire que nos forêts, moi les forêts où je vais prendre, c'est quand même des forêts sauvages.
mais on n'est pas à l'abri, entre guillemets, il y a toujours ce facteur risque que quelqu'un vous la prenne. Moi, sincèrement, au niveau des pièges photos, faut partir du principe quand même que c'est du repérage et on n'a pas besoin d'une caméra super évoluée, c'est vraiment juste pour prendre une photo même moi une queue de renard ça me suffit largement, j'ai pas besoin de prendre l'animal en entier, donc c'est vraiment juste pour du repérage. Moi je prends vraiment du très début de gamme et ça fait largement le travail, tant que donc j'ai le moins cher possible et la journée, voilà, le moins cher possible, vaut mieux en avoir 3 ou 4 à je sais pas moi, 70 € qu'une seule à 250 € quoi. C'est ça, moi j'ai fait le test, hein, je me suis dit, bon, le premier piège caméra que j'avais acheté, j'avais mis à peu près 200-250 € dans un piège caméra, et après je m'étais dit, bon, j'ai besoin d'un second pour dépanner, et finalement j'utilise beaucoup plus souvent, au final j'utilisais beaucoup plus souvent tout au début le second que le premier, donc c'est vraiment bien se dire quel est mon objectif. Si on se le fait voler ou dégrader, parce que ça arrive, c'est déjà arrivé, et bien clairement ça fait toujours suer, c'est toujours un peu embêtant, mais moins que si l'appareil est un appareil d'entrée de gamme à 70 € que si c'est un super truc hyper évolué qui a coûté 250 € quoi. Donc voilà, il faut aussi penser à ça. C'est sûr, faut vraiment, quand on achète quelque chose, faut se dire bon, qu'est-ce que je veux faire avec et quel est mon objectif, parce que souvent on a tendance à acheter du matériel vraiment haut de gamme entre guillemets pour finalement un besoin qui est très très limité. Alors donc je t'ai coupé, on est parti un peu sur le côté piège photo. Donc, tu avais dit, pardon Vincent, mais tu avais dit voilà, je mets mes 10 pièges photos pour checker et voir si les zones que j'imagine intéressantes le sont ou pas. Et une fois que tu as cartographié, on va dire ça comme ça, une zone, tu fais comment après? En fait, j'ai cette partie, on va dire piège photo. Après, si je décris une journée, on va dire une journée type photo, globalement, ça dépend de la période, mais actuellement, par exemple samedi dernier, donc c'est levé environ vers les 6h du matin. Donc moi j'adore le petit déjeuner, c'est sacré, donc je prends un très bon petit déjeuner. Ouais, vraiment, si j'ai pas mon petit déjeuner, j'ai du mal après, donc je prends vraiment un très bon petit déjeuner. Globalement je suis à 7h sur le lieu, donc là généralement j'évite de prendre ma voiture au maximum. J'habite vraiment à la campagne, donc même s'il faut marcher 2 ou 3 km, je pars de chez moi, et donc je suis environ à 7h30, je suis à mon poste d'affût, donc j'ai quand même à J-1, donc la journée d'avant, je sais où est-ce que je vais aller exactement. Après, en fonction du vent, je peux me décaler plus à 10 mètres à droite, puis 10 mètres à gauche, voilà. Et donc, en gros, de 7h30 à 10h, je fais de l'affût, donc j'attends. Après, voilà, des fois j'ai la chance de voir, des fois j'en vois pas, hein, c'est aussi le jeu. Ensuite, à 10h, donc je pars de mon affût, et de 10h30 à 13h, je fais vraiment... je fais de la marche, donc je marche, j'ai toujours 2 boîtiers avec moi, donc un dans chaque main, et je marche pendant environ on va dire 3h30 à peu près. Cette marche-là, c'est intéressant, je trouve, comme façon de faire. Après ton affût, tu rentres pas chez toi. En gros, tu fais, c'est pas vraiment du repérage, mais du coup, tu te promènes, en fait, c'est une promenade, et puis s'il y a quelque chose, tant mieux, s'il y a rien, c'est pas grave, tu auras fait une belle promenade, mais t'en profites aussi, j'imagine, pour repérer des lieux. Est-ce que ce sont des coins que tu connais déjà, ou à chaque fois, tu changes un petit peu? Comment tu t'organises pour cette partie marche? Il faut, au début, quand on commence la photo, il faut pas chercher à faire beaucoup de terrain, vaut mieux aller faire une petite zone et puis vraiment bien la connaître. Après, moi j'essaye en fait au fur et à mesure, j'essaye de grappiller un petit peu de nouveaux terrains au fur et à mesure du temps. J'essaye pas d'aller directement en plein milieu d'un nouvel environnement, j'essaye de grappiller au fur et à mesure, et en fait comme ça me permet d'avoir toujours un point d'accroche et un point de repère, parce que si on arrive au plein milieu, finalement on n'a plus aucun repère, et puis on peut se positionner en plein milieu finalement d'une zone superbe et puis savoir en fait d'où ça peut venir. Alors j'adore, parce que en fait ton explication fait parfaitement penser à un jeu auquel je jouais quand j'étais plus jeune, et maintenant je joue plus du tout, mais c'était Civilisation, un jeu sur ordinateur en fait, et en fait il fallait tu partais d'un endroit, et quand tu dézoomais de la carte où tu étais, il y avait rien, il y avait juste toi, un petit bout de terre, et tout le reste c'était le vide, si tu veux, il y avait même pas de mer, il y avait rien, c'était le vide, c'était du noir. Et en fait il fallait faire l'explorateur, si tu veux, et puis marcher, je sais pas s'il fallait marcher, en tout cas évoluer, avancer pour découvrir des zones au fur et à mesure. Et ce que tu viens de dire là, c'est exactement ça, effectivement. C'est voilà, si l'image que je viens de donner peut parler, c'est partir d'un point, et puis de plus en plus le connaître évidemment, et puis au fur et à mesure qu'on le connaît bien, c'est l'agrandir un petit peu, de manière à
se dévoiler des zones un peu plus grandes à chaque fois, mais toujours en gardant effectivement ce point de départ qui peut être intéressant. Tu as quand même tes boîtiers, hein, quand tu fais cette marche-là, tu peux éventuellement te dire je pourrais photographier. En fait, ouais, j'ai toujours, je sais pas comment fonctionnent un petit peu les autres photographes, mais moi de mon côté, j'ai toujours 2 boîtiers, un grand focal et puis un petit focal que j'ai toujours dans les 2 mains. Après, c'est lourd, certes, mais voilà, on est bien content de pas les avoir des fois dans le sac et puis pouvoir, entre guillemets, en l'espace de 10 secondes, pouvoir avoir la possibilité de prendre une photo, quoi. On va passer, alors c'est une nouveauté, donc tu vois, tu inaugures plein de choses aujourd'hui, Vincent, côté Instagram, mais justement, encore dans l'aspect Instagram, donc réseau social, bien sûr. Nouveauté, on va appeler ça le moment Insta, et je vais te poser, en l'occurrence, 3 questions. 3 questions qui ont été posées sur mon compte Instagram, puisque j'ai demandé qu'est-ce que vous aimeriez poser comme question à Anaër, puisque c'est comme ça que tu es connu sur Insta. Alors, Vincent, quel mammifère préfères-tu photographier et pourquoi ? Une question posée par Toto Photographie. Ça dépend vraiment. Répondre à l'instant T comme ça, moi je dirais aujourd'hui le renard, mais je sais que dans 3 mois j'aurai une autre espèce. De mon côté, moi je change d'espèce environ tous les 3-4 mois. Suivant les opportunités qui s'offrent à nous. Je sais que là par exemple, là je suis plus sur la partie renard, même si c'est pas la période entre guillemets, mais je sais, j'ai des coins où je sais que je peux les trouver. Et puis à un moment donné, je vais tomber sur, quand je fais mes billboards, je vais tomber sur un endroit où je vais voir une martre des pins par exemple. Je sais que après voilà, je vais être plus sur la marque. En fait, c'est vraiment des blocs. Et au fur et à mesure de l'année, je vais jongler entre guillemets sur 4 à 5 espèces dans l'année. Autre question, cette fois-ci posée par Clara Photographie, et qui te demande si tu avais un conseil pour débutants à donner quelqu'un qui voudrait commencer en photographie animalière. Juste en quelques points, je dirais juste choisir un petit périmètre. Franchement, j'ai envie de dire même un simple champ, il y a de quoi faire vraiment quand on prend le temps d'analyser, pas trop s'éparpiller, c'est ça souvent le piège. Après, au niveau du matériel photo, faut pas chercher du haut de gamme dans un premier temps, vraiment faire avec voilà du premier prix. Et juste après un point, il faut respecter la nature. Et après, souvent, c'est l'animal qui vient à vous et non pas l'inverse. Souvent, quand c'est l'inverse, c'est que le message est pas bien passé. C'est vraiment l'animal qui doit venir sur, entre guillemets, pas sur votre objectif, mais c'est lui qui vient vers vous. Et là, vous êtes certain de faire des photos avec un animal vraiment, on va dire, en toute tranquillité. Des attitudes très naturelles et oui. Voilà, pas stressé, donc on n'aura pas le regard un peu de l'animal qui se demande ce qui se passe. Donc effectivement, c'est comme ça qu'on fait a priori les plus belles photos. Dernière question, Vincent, s'il te plaît, quel matériel utilises-tu ? Une question qui a été posée par Akash. Aujourd'hui, moi, je suis plutôt sur du moyenne gamme. Après, j'ai envie de dire, je pense que la marque du boîtier, que ça soit du Nikon, du Canon ou voilà, ça. Finalement, je pense que c'est quasiment équivalent. Moi, aujourd'hui, je suis sur du Canon. Donc, j'ai 2 boîtiers. Moi, j'ai un 6D Mark II, donc qui est un full frame, et j'ai un 80D aussi, donc la partie APS-C. Donc, moi, j'ai toujours couplé, c'est un boîtier avec l'objectif, et là, donc moi, j'utilise le 70-200 en f2.8 sur mon plein format, et un 500 mm f4 de chez Sigma sur mon APS-C. Donc en fait, ça me permet d'avoir une focale d'environ 800 mm sur mon 80D. Donc là, ça me permet vraiment de prendre de loin. Et ensuite, j'ai toujours avec moi mon 70-200 qui en fait me permet, dans les cas où je suis en affût et j'ai vraiment pas de chance et un animal arrive par derrière, j'ai toujours mon 70-200 qui me permet de prendre des photos. En fait, c'est vraiment ça l'avantage sur ces deux boîtiers objectifs. Et ensuite, sur la partie, donc j'ai toujours un sac à dos avec moi, avec j'ai bien sûr mon trépied. Sans trépied, franchement, moi je pourrais jamais travailler sans trépied. Donc toujours mon 500 mm, il y a toujours le trépied. Je prends rarement, mais très rarement, des photos sans trépied, parce qu'il y a toujours, quand on va vraiment zoomer sur le détail, la photo sera jamais vraiment nette à 100%. Après, j'ai toujours une lampe avec moi. Parce qu'on ne sait pas le soir ou le matin, quand vraiment il fait vraiment bien nuit noire, on peut très facilement se perdre. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'en rigole parce que j'ai vraiment pas peur du noir, mais des fois ça m'est arrivé de me perdre à 200 mètres de la maison parce qu'il fait vraiment nuit noire, quoi. Donc tu voyais rien du tout, quoi. Ouais, rien du tout. Après, c'est marrant parce que voilà, mais vraiment quand on est loin de la maison et on connaît pas son milieu, on peut rester la nuit dehors, je pense. Voilà. Et ensuite, donc, ne jamais oublier ses batteries, ses cartes SD. Toujours avoir des batteries de rechange, et au moins une batterie de rechange, parce qu'on ne sait pas, une batterie qui peut cramer dans le boîtier, ça peut arriver. Et des cartes SD, ça c'est très important, parce que bon, ça arrivait à tout photographe, arriver sur le lieu et puis pas avoir de carte SD. Ça arrive au moins une fois. Après, faut que ça arrive à un bon moment, entre guillemets, mais ce qui n'est souvent pas le cas. Donc toujours avoir une carte SD de rechange.
parce que moi ça m'est arrivé aussi d'avoir des cartes SD dans le boîtier mais défectueuses, donc ça peut arriver aussi, donc toujours bien penser à ça. Et après j'ai toujours, ça j'aime bien, j'utilise moi du talc, tu vas trouver bizarre, mais j'utilise du talc en fait pour le sens du vent. Donc j'ai une petite pipette et puis du coup quand vraiment je veux savoir vraiment le sens du vent, parce que des fois il tourne, des fois il est vraiment linéaire, mais des fois le vent tourne, et le talc c'est vraiment impressionnant là-dessus, parce que en fait je donne une petite impulsion de talc en fait dans l'air, et du coup le talc il reste à un rayon de 2 mètres à côté de nous, et puis on le voit qui tourne ou on le voit qui file droit vers une direction. Donc moi je trouve que le talc est très intéressant là-dessus. Écoute, c'était très exhaustif et très complet, c'était parfait Vincent. Dernière petite question par rapport au 500 mm f4 de chez Sigma. Tu en es parce que c'est quelque chose, quand il est sorti effectivement on en a pas mal parlé, et j'aimerais avoir ton avis toi en tant qu'utilisateur, mais l'idée c'est pas que tu me fasses un comparatif exhaustif, mais par rapport juste à ton impression de photographe, est-ce que tu es satisfait de ce caillou qui est moins cher que les 500 f4 de chez Canon et Nikon, qui permet à des photographes amateurs de pouvoir accéder quand même à du matériel vraiment haut de gamme et comme ça assez prestigieux. Est-ce que tu en es content? Moi globalement, d'après l'expérience que j'ai, je peux dire franchement c'est un très bon objectif. En termes de piqué, franchement j'ai vu des résultats mais vraiment fantastiques. Après les réglages sont bien sûr dus à cela aussi, mais c'est vraiment un très bon objectif. Après faut prendre en considération, il y a beaucoup de gens qui me disent ah super t'as un 500 f4 mais voilà, t'as de la chance, j'aimerais bien avoir. Mais après, il y a aussi on y voit souvent que les avantages, c'est que un 500 mm, ça fait quand même environ 4 à 5 kilos. Et je pense que pour faire du billboat, franchement, le 500 mm, c'est assez compliqué, parce qu'il faut absolument le trépied. C'est vraiment bien comme objectif pour faire de l'affût. Après, pour faire du billboat, je dirais, moi j'ai un 100-400 aussi f5.6, c'est vraiment un très bon objectif aussi. Et pour la billboat, justement un peu plus léger, donc ça peut être plus intéressant et moins physiquement moins éprouvant. Donc c'est vrai que ça peut être aussi un bon compromis. Écoute Vincent, on a vraiment abordé tous les sujets que je voulais voir avec toi. C'était génial. Tu as appris plein de choses et je suis sûr que ceux qui nous écoutent vont en ressortir, j'allais presque dire grandis dans leur pratique de la photographie. Donc c'était top. Où est-ce qu'on peut retrouver ton travail, Vincent? Donc on a parlé longuement de ton compte Instagram, bien sûr, c'est là où on voit ton quotidien. Est-ce que tu as un autre site? Tu as parlé d'une boutique photo, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, s'il te plaît, Vincent? Oui, donc moi je suis en effet présent sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook ou sur Instagram. Après j'ai développé donc un site internet aussi où j'ai une boutique en ligne directement. Donc là globalement sur Instagram je poste je poste vraiment beaucoup de photos pour animer et puis voilà, montrer aux gens un peu ce que je fais. Et après du coup sur ma boutique en ligne en fait j'ai sélectionné les photos que je préférais moi personnellement et d'un point de vue qualitatif aussi, et ils sont en fait proposés directement en vente sur ma boutique en ligne. Donc le site internet c'est an-aer.bzh. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire. Ok, super, écoute Vincent, merci beaucoup. Merci à toi Régis. Vincent, est-ce que tu aurais un conseil? Alors non, je me suis trompé de question, c'était celle juste avant. Alors Vincent, donc sur les mammifères, donc est-ce que tu pourrais répondre la question? Je la repose, il n'y a pas de souci. L'avantage du montage, hein.